Du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut retenir? Peu importe le nombre d'exemples qu'on fera, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que pour donner la figure de répulsion, on a besoin de calculer P. Ok? Et P, on peut le calculer à partir de la formule de V S E pair. C'est-à-dire pour savoir quel est le nombre de doublés liants et quel est le nombre de doublés non liants. Ok? Parce que P, on fait la somme. Et pour savoir la formule de V S E pair, il faut donner la représentation de Lewis. Ok? Donc, maintenant, le reste, c'est à vous d'aller réviser. Moi, je vais vous donner les représentations des 5 possibilités. Parce qu'il y a 5 possibilités. Quelles sont ces 5 possibilités? C'est lorsque vous avez deux atomes autour de l'atome central. C'est-à-dire lorsque P égale 2, lorsque P égale 3, lorsque P égale 4, lorsque P égale 5 et lorsque P égale 6. C'est les 5 possibilités. Quelle que soit la molécule que tu possèdes, dès que tu fais la représentation de Lewis, tu donnes le modèle VSE pair et que tu calcules P, la valeur que tu trouveras, c'est en fonction de cette valeur-là que tu vas représenter la figure de répulsion. Ok? Sur la dernière vidéo que je viens d'enregistrer, on a montré la figure de répulsion de la figure de répulsion lorsque P égale 2. On a fait aussi lorsque P égale 3. Là maintenant, je vais vous montrer lorsque P égale 4. Lorsque P égale 4, cela veut dire que là, j'ai 4 liaisons autour de l'atome central. Ok? Et avec 4 liaisons, la seule possibilité de la figure de répulsion, c'est quoi? C'est le fait que là, j'aurai mon atome central ici, j'aurai un atome dans le plan, ok? J'aurai encore un autre atome dans le plan, et j'aurai un atome en avant-plan et un atome en arrière-plan. Ouais. Ça, c'est la représentation lorsque vous avez 4 liaisons. Ok? Si vous calculez P égale à 4, la représentation, ça sera toujours comme ça. Maintenant, il suffit juste de remplacer les X par les atomes qu'il vous faut et le A par l'atome central de la molécule. On fait un exemple. Ici, par exemple, je prends par exemple le CH4. Avec le CH. Attendez. Le CH4. Alors, il faut savoir que pour donner la représentation de repulsion, c'est-à-dire la figure de répulsion, on aura besoin du modèle VSE pair. Et avec le modèle VSE pair, on aura besoin de la représentation de Lewis. De ce fait, on aura besoin forcément de donner la configuration électronique afin de donner la représentation de Lewis. Du coup, entre les deux, quel est l'atome central? Je sais déjà que c'est le carbone qui est l'atome central parce que c'est le moins indicé. Donc, carbone dont Z égale combien? Z égale 6. Donc, pour Z égale 6, je sais que la structure électronique, j'aurai hélium. Après hélium, j'aurai 2 S2 et j'aurai 2 P combien? P2. P2.
Comme c'est l'atome central, je fais ce qu'on appelle l'état fondamental, ensuite l'état excité. Donc l'état fondamental, j'ai 2 électrons ici, 2 électrons, un électron là et un électron là. L'état excité, il faut toujours que j'ai un électron dans chaque case quantique. Donc je représente les cases quantiques. Je redistribue les électrons. Un électron là, un électron là, un électron là et un électron là. Ce qui me fait au total combien d'électrons célibataires? J'en ai au total 4 électrons célibataires. Donc la structure de mon atome de carbone, ça sera avec 4 points autour. Hydrogène, c'est la structure la plus simple. Je sais que H dans Z égale 1. Sa configuration électronique, c'est un S1. Donc, sa représentation d'après Lewis, ça sera H avec un point autour. Donc, ma molécule autour, j'aurai quoi? Attendez. Un point juste là. Ma molécule, j'aurai ici H. Je représente tout d'abord le carbone avec H ici, H en bas, H à droite et H en haut. D'accord? Ça, c'est la structure de Lewis. Maintenant, le modèle RPEV a X combien, selon vous? À X4. Allez, AX4. Tout le monde a vu la AX4. J'ai 4 liaisons autour de l'atome central, donc AX4. P égale combien? 4. P égale à 4. Tout le monde a vu, hein? P égale à 4, hein? Parce que j'ai 4 liaisons autour de l'atome central. Donc, lorsque P égale 4, donc P égale 4, donc forcément, la représentation, ça sera quoi? J'aurai mon atome central, le carbone, ici au milieu. J'aurai un hydrogène ici dans le plan, un autre hydrogène ici dans le plan, un hydrogène ici en avant-plan et un autre hydrogène en arrière-plan. Et voilà le modèle, la figure de répulsion. D'accord? Cette géométrie, ce qu'on appelle une géométrie tétraédrique. D'accord? Un tétraèdre. Donc, vous allez voir qu'on pourra faire d'autres molécules. Vous aurez le modèle RPEV différent, mais avec P égale 4, quel que soit le modèle RPEV qui vous a donné P égale 4, mais toujours la représentation de la figure de répulsion, ça sera comme ça. D'accord? Maintenant, la géométrie, ça va dépendre. Et là, je pense que je vous ai donné déjà un tableau concernant la géométrie. C'est à vous d'aller le maîtriser. Oui, Fahad. J'ai pas entendu le mot de géométrie. Ah, géométrie. C'est géométrie tétraédrique. Je vous ai donné un tableau, je pense. Ici, j'ai résumé. Vous avez ici la valeur de P. Lorsque P égale 2, d'accord, vous avez le modèle V super là. Vous avez la géométrie qui est attribuée. OK? Donc, il faut juste aller réviser. Lorsque P égale 3, vous savez que avec le modèle V super, AX3, triangle équilatéral, AX2E, triangle isocèle. Bon, c'est des noms, hein. Ça peut changer en fonction de l'enseignant, hein. Mais ça veut dire la même chose. Par exemple, certains enseignants disent triangle équilatéral, d'autres disent trigonal plan. Et il y a certains qui disent, par exemple, ça c'est triangle isocèle. Il y a d'autres qui disent c'est trigonal coudé. Donc ça dépend de l'enseignant en fait. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Donc la géométrie, chers amis, il faut juste aller réviser. Faire un petit effort, réviser ce tableau. D'accord?
La figure de répulsion, il faut juste maîtriser lorsque P égale 2, P égale 3, P égale 4, P égale 5, P égale 6, quelle est la figure de répulsion attribuée. Quelle que soit la molécule que tu auras, il suffit d'avoir la valeur de P et tu donnes directement la figure de répulsion. Ok? Merci. Ok. Donc ça, c'est lorsque j'ai 4 liaisons, c'est-à-dire lorsque P égale 4. Maintenant, lorsque P égale 5. Si j'ai P égale 5, quelle est la figure de répulsion? Tac. J'ai 5 liaisons autour de l'atome central. Quelle est la figure de répulsion? Avec ce qu'on a fait tout à l'heure, maintenant, vous allez comprendre que c'est presque la même chose qui se répète, sauf qu'on ajoute le nombre de liaisons à chaque fois. Donc ici, j'aurai l'atome central, j'aurai un atome dans le plan, ok? J'aurai un autre dans le plan, j'aurai un autre dans le plan. En tout, j'ai 3 dans le plan. Ok? Et là, en dernier, j'aurai un en avant-plan et un en arrière-plan. Donc voilà la structure qu'il fallait écrire. Attendez, je vais juste redresser un petit peu ça. Voilà. Donc, lorsque vous faites votre représentation de Lewis et que vous avez P égale 5, la structure, ça sera comme ça. 3 dans le plan, 1 en avant-plan et 1 en arrière-plan. OK? Maintenant, le dernier, c'est lorsque vous avez 6 liaisons, lorsque P égale 6. 6 liaisons. Avec 6 liaisons, je pense que ça c'est le plus simple. Vous aurez l'atome central comme ça. Vous aurez ici dans le plan. Vous aurez là dans le plan. Et là, vous aurez là en avant-plan. Ok? Les deux, c'est les avant-plans. Et là, qu'est-ce qui reste? Les arrière. Exactement. Il reste juste les arrière-plans. Ok? Donc là, j'aurai ici les arrière-plans. Là, je mets X, X, X là. Et en arrière-plan, ici. Ouais. Vous voyez, ils sont symétriques. D'accord? Dans le plan, ils sont symétriques. Et là, vous avez ici, par exemple, ils sont en miroir. Par exemple. Donc ça, c'est la structure que vous aurez lorsque vous avez P égale 6. Les X qui sont là, c'est le nombre d'atomes que vous allez remplacer. Quel que soit comment vous allez les placer, tant que ça respecte le chemin en question, là, vous avez votre figure de répulsion. Et c'est tout. Et il se pourrait que vous ayez le modèle VSE pair différente et que finalement, vous obtenez une même figure de répulsion. Vous pouvez avoir une même figure de répulsion pour différentes molécules, mais justement, avec cette même figure de répulsion, ce qui va les différencier, c'est la géométrie. Oui, Buana. Faites des questions. Oui. Il y a moins de répulsion, il y a 6 liaisons. Parce que par on a moins de avant, pour faire une courbe après, il y a moins avant-plan et arrière-plan. C'est ce qu'on a fait.
le karma symétrique. Écoutez, je sais ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. En fait, toi, ce que tu veux dire, c'est par rapport à l'orientation. Attendez. Là, je vais refaire un autre. C'est par rapport à l'orientation, c'est ce que tu veux dire. En fait, c'est pareil, c'est la même chose. Ok? C'est une différence de structure. C'est ce qu'on appelle vous allez apprendre la biologie structurale. Ce qu'on appelle des isoméries. Ce qu'on appelle des configurations. Il y a ce qu'on appelle des isoméries de configuration, isoméries de structure, etc., etc. Et là, ça dépend. Ça se peut que... Parce que, ce que vous devez comprendre, les liaisons autour d'un atome sont flexibles. On peut faire une rotation, on peut tourner les atomes. Je peux écrire comme ça. Et je peux, si je veux écrire mon atome central comme ça, mettre dans le plan comme ça, symétrique. Ok? Mettre ici en avant-plan. Symétriquement, je mets ici en avant-plan. Et là, je mets en arrière-plan et en arrière-plan. Vous voyez? C'est la même structure. La différence, c'est une différence de position ou de configuration. Ça, c'est ce qu'on appelle des isoméries. Mais vous n'êtes pas là. Vous n'avez pas encore appris la biochimie structurelle. Donc, je vous pardonne. Mais c'est la même chose. Quel que soit tu écris ça ou ça, c'est pareil. Il faut juste que tu saches qu'il y a deux atomes qui seront dans le plan, deux atomes en avant-plan et deux atomes en arrière-plan. Ok? Bon, je vous écoute, ça va être d'autres questions, sinon je dois m'arrêter là parce qu'il y a les terminalistes que je dois enchaîner juste après vous. Après, si toutefois votre examen c'est lundi prochain, tenez-moi au courant, je suis libre d'ici fin de semaine. On pourra organiser une autre séance pour refaire et remettre les idées en place. Donc, si ça vous convient, on peut organiser une autre séance. Mais on en reparlera dans le groupe. On en reparlera dans le groupe pour une possibilité d'une autre séance. Mais pour le moment, j'ai besoin de questions. Si vous n'avez pas de questions, on devra s'arrêter là. Comme ça, j'essaie de rattraper la classe de terminale. Monsieur? Oui. Wakati huu unasema ukiruta na charge plus, je sais pas. Oui, mais c'est lorsque vous avez une molécule chargée, lorsque vous avez des cations et des anions, par exemple. Vous parlez de ça? Ou bien, vous parlez des... c'est lorsque vous avez des liaisons polaires. C'est-à-dire, c'est les liaisons polarisées. Lorsque vous avez un pôle positif et un pôle négatif. Mais là, c'est sur les liaisons chimiques. Ça, il faut les expliquer par rapport aux liaisons chimiques. En fait, quand vous avez un atome, ou plutôt des atomes dans une molécule, vous savez qu'en fonction de la nature des atomes, vous pouvez avoir différentes liaisons, covalentes, ioniques. D'accord? Et quelles que soient les liaisons, une liaison peut être polaire ou apolaire, en fonction de l'attraction des deux atomes. Ok? Du coup, quand vous avez une liaison polaire, cela veut dire qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif. C'est-à-dire il y a un pôle qui attire les autres électrons. Et pour ça, lorsque vous avez une liaison polaire, vous devrez le présenter sur la figure de répulsion pour montrer que cet atome-là est chargé positivement, attire positivement et l'autre négativement. On fera des exemples juste après parce que là, je dois rattraper les autres. Je suis à côté de la plaque. Ok, sinon,
Ah oui, tiens, tiens, tiens. J'avais oublié parce qu'il y a Monsieur Missamba là. Donc, je lui laisse la parole de pouvoir se présenter et vous expliquer davantage sur lui-même et de ce que nous avons parlé. Mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour intervenir. Ou sinon, si vous avez d'autres questions et que il a d'autres explications à vous rajouter ou à vous le faire partager, Monsieur Missamba, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez si bien. Bonsoir, monsieur. Très bien. En tout cas, je viens de participer depuis le début que je suis ici. Je suis en train d'observer ce brillant exposé de M. Sharman. Mais si je peux ajouter juste quelque chose, c'est juste dire qu'il y a au moins une exception à ce modèle de Vesper. C'est-à-dire que lorsque l'atome central devient un élément de D, et on ne pourra pas prédire la géométrie ou la figure de répétition de la molécule. C'est-à-dire que ce modèle ne marche que lorsque l'atome central c'est un élément du bloc P. Merci. Voilà. Donc à partir du moment où c'est un élément du bloc D, c'est-à-dire des méthodes de transition, on parle des complexes. Et là, il y a une autre manière de prédire la géométrie. D'abord, on passe par l'indice de coordination. Donc, on ne passe plus sur la somme de n seul. Sinon, tout ce qui a été dit, c'est exactement c'est exactement ça. Maintenant, il y a une petite différence aussi entre la figure de répulsion et la géométrie réelle. Donc, la géométrie réelle, on va juste regarder les doublés liants. On ne tient pas compte le doublé non liant, c'est-à-dire le N. Donc, si je prends par exemple, je ne sais pas si je peux tourner ma caméra pour vous faire voir un petit truc. Est-ce que c'est possible déjà, M. Sherman? Oui, c'est possible, ouais. Est-ce que là, me voit là? Ça va là? Oui, monsieur. Ok. Si je prends par exemple, on va faire vite fait, hein. Je prends par exemple Cl, l'aluminium chlore, donc un trichlorure d'aluminium. Si on me demande de prédire la géométrie de cette molécule, je crois que la première des choses, comme M. Sharman a dit, il faut passer par la structure de Lewis. Après, il faut savoir que la structure de Lewis nous permet de faire l'inventaire de différents types de liaisons. Puisque le modèle de Vesper nous dit que pour prédire la géométrie d'une molécule, l'on se base sur l'atome central et son environnement chimique, c'est-à-dire les doublés liants et des doublés non liants. Or, la structure de Lewis va nous permettre de connaître les doublés liants et les doublés non liants. C'est pourquoi on passe forcément par le modèle par la structure de Lewis avant de prédire la géométrie selon Vesper. On est tous d'accord? Oui, monsieur. Ok, donc la première des choses, si on vous demande de prédire la géométrie d'une molécule, c'est vrai qu'on se base sur le modèle de Vesper, mais le modèle de Vesper se base sur la structure de Lewis. Alors pourquoi la structure de Lewis? Parce que Lewis, il est le premier à expliquer déjà la formation d'une molécule. Selon lui, c'est que les deux atomes vont mettre en commun les deux électrons pour former une liaison, donc la formation d'une molécule. Et pourquoi chercher les liaisons liantes ou non liantes? C'est juste parce que c'est des régions qui sont riches en électrons, qui vont donc se repousser, puisque les électrons sont chargés de même signe, et qui vont se repousser et donc obliger une certaine prédisposition des atomes dans l'espace. C'est pourquoi la première des choses, c'est repérer les doublés, donc les régions qui sont riches en électrons. Alors, on peut aussi se poser la question, pourquoi l'atome central? Pourquoi seulement s'intéresser à l'atome central? Et parce qu'on sait que dans une molécule, c'est l'atome central qui fait les liaisons avec tous les autres atomes. Parce que vous savez, comme moi, qu'une molécule, c'est l'ensemble formé par des atomes. Et dans les atomes, on peut distinguer les périphéries et l'atome central. Et dans une organisation, dans une molécule,
c'est que l'atome central fait des liaisons avec les autres atomes. Donc, l'atome central est entouré par plusieurs électrons. C'est pourquoi il va, en mon sens, imposer une prédisposition comparativement aux atomes périphériques. Donc, c'est pourquoi on se base juste de l'atome central et son environnement chimique. Donc, c'est pourquoi il faut passer par la structure de Lewis, parce que ça va nous permettre de faire ressortir les liants et non-liants. Donc, je prends l'exemple vite fait de trichlorure d'aluminium. Donc, la première des choses, comme j'expliquais ici, c'est que pour former une molécule, les atomes vont mettre en commun des électrons de la couche externe pour former des liaisons. Donc, si je veux donner la structure de Lewis, il faut chercher donc les électrons de valence de chaque atome. Par exemple, le cas de trichlorure d'aluminium, je sais que l'aluminium, je crois, sans elle, c'est 13. Donc, la première des choses, je fais la configuration électronique vite fait. C'est pour chercher juste les électrons de la couche externe. D'accord? Comme on vient de montrer. Là, ça fait 2. OK. Après, c'est 3P, je crois que c'est ça. Non, 3S. Donc, ça fait combien? Non, j'ai manqué là. J'ai manqué là. OK. Donc, ça fait NS carré, 2S carré, 2P6. Ça me fait déjà 10. 3S carré et donc la couche externe m'apporte combien d'électrons? Et 3 électrons. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et l'atome de chlore qui a 17 électrons, si vous faites la configuration électronique, la couche externe va nous apporter 7 électrons. Mais comme il y a 3 atomes de chlore, je multiplie par 3. Donc j'aurai 3 fois 7, 21. Plus le 3, ça me fait un total de combien d'électrons? Mais 24 électrons. Alors, pourquoi on fait le total? Parce qu'on sait que dans la formation de cette molécule, chaque atome apporte ses électrons de valence. Comme on vient de montrer par Lewis, c'est la mise en commun de deux électrons apportés par 2 atomes. Donc, c'est pourquoi on va repérer ou comptabiliser d'abord les électrons de valence de chaque atome. La suite, c'est après trouver l'atome central. Je crois que M. Charman vient déjà vous a montré que l'atome central, c'est généralement l'élément le moins représenté. Donc, vous voyez que l'indice de représentativité, c'est 1. Donc, c'est l'aluminium qui est l'atome central. Donc, vous savez que l'atome central fait des liaisons avec les autres atomes. Donc, vous aurez un Cl, d'accord? Donc ici, je viens d'utiliser combien des électrons dans la formation de cette molécule. Je sais que c'est 2 électrons, 2 électrons, 2 électrons. Donc soit un total de 6 électrons. Je reviens dans mon total, je retranche 6 électrons. D'accord? Donc ça me reste, je crois, 18 électrons. Alors dans les 18 électrons restants, la première chose, c'est de remplir ça au niveau des atomes périphériques. Attention, en respectant la loi d'Octet, parce qu'on ne peut pas former une molécule si elle n'est pas stable. La loi d'Octet, c'est une loi de stabilité. Et cette loi de stabilité, c'est une condition existentielle des molécules des atomes, parce que ne peut exister que quelque chose qui est stable. Donc la première chose, quand il y a un reste après formation des liaisons, il faut ajouter ces électrons-là au niveau des atomes périphériques en respectant la loi de Octet. J'espère que c'est clair. En respectant la loi de Octet. Je crois que c'est bon là. Allô? Ouais, ils sont là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais là, vous voyez? Parce que là, là c'est bon. Vous voyez là où je suis décrit? Parce que là, je vois plus ça. Ah là là. Tu vas naviguer quelque part là. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Là, c'est bon? Oui. Oui, monsieur. Ok, donc à partir du moment où il y a un reste des électrons, comme je le disais, on va ajouter ça d'abord sur les atomes périphériques, qui est les atomes de chlore, en respectant la loi de Octet. Alors que qui est Octet? Un atome pour être stable doit être entouré par 4 doublés. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui, monsieur. Ok, très bien. Donc, à partir du moment où on remplit ces électrons restants sur l'atome périphérique, ça me reste combien? On revient dans le total. Donc, je viens d'utiliser 6 ici,
plus 6 ici, plus 6 de l'autre côté, ça me fait 18. Je reviens dans mon total, je retranche 18 électrons, ça me reste un reste de 0. Alors dans le cas où il y avait un reste, dans le cas où il y avait un reste, j'ajoute sur l'atome central. D'accord? Mais ici, il n'y a pas de reste, donc c'est 0. Et la dernière étape à faire ici, c'est comptabiliser les charges formelles. Pourquoi les charges formelles? Parce qu'il arrive deux fois que l'atome qui a apporté par exemple l'atome d'aluminium 3 électrons, lors de la formation de la liaison, il peut arriver que cet atome se perd pour gagner des électrons. D'accord? Donc il faut comptabiliser les charges formelles à la fin. Alors c'est très simple, je regarde l'atome d'aluminium, il est entouré par combien d'électrons? Donc il y a un électron ici, 2 et 3. D'accord? Alors il avait apporté combien? Mais effectivement 3 électrons. Donc ici, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il n'y a pas de charge. Il est d'accord? Dans le cas de l'atome de chlore, il avait apporté combien? 7 électrons. D'accord, 7 électrons. Et on regarde le voisinage de lui, s'il a gagné ou il a perdu. Donc on a un électron ici, puisque sur cette liaison, il partage un électron. Donc il y a un électron, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, il n'y a pas de charge. Ici aussi, c'est la même chose. De l'autre côté aussi, c'est la même chose. Donc voici la structure de Lewis. Donc après, on peut passer par le modèle de Vesper. Comme on a dit, pour prédire une molécule, il faut passer par ce modèle. On aura A sera égal à AX3. Il est d'accord, puisqu'il y a 3 liaisons, comme M. Sharman a su le montrer. Et après, E, c'est des doublés non liants. Attention que de l'atome central, ça fera 0. Et la somme de M plus N, d'accord? La somme de N plus N égale à 3. Donc 3 plus 0, ça me fait 3. Alors la géométrie de base, ou la géométrie figure de revolution, c'est ce qu'on appelle par trigonal blanc. Voilà, là c'est clair, c'est trigonal blanc ou triangle équilatéral. Mais attention mes amis, cette géométrie ici, c'est la géométrie de base aux figures de revolution. Maintenant, la géométrie réelle est parfois différente de la géométrie de base. Pourquoi? Parce que la géométrie réelle, on se base seulement sur les liaisons liantes. Là, les liaisons liantes. Alors, l'astuce c'est quoi? Lorsque vous avez la somme de M plus N par exemple égale à 3, l'astuce c'est ça. Voilà, donc vous avez l'atome central qui est là, il fait des liaisons avec les 3 autres atomes. Alors, ici, il y a encore ces 3 liaisons, donc la géométrie de base égale à la géométrie réelle. D'accord? Mais ici, dans le cas de M plus 3, vous avez aussi une possibilité d'avoir AX2, d'accord? Et E combien? Et E1. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'avoir AX2 et E1. Alors attention, puisque ici la somme de N plus N donne aussi 3, donc la géométrie de base aux figures de revolution, ça sera toujours un trigonal blanc, mais attention, la géométrie réelle ne sera pas égale à ça. Pourquoi? Parce que quand nous revenons dans l'astuce ici, lorsqu'il y a encore ces 3 liaisons liantes, alors que dans la deuxième formule, il y a 2 liaisons liantes, ça veut dire qu'une liaison, d'accord, attendez, je vais mettre ça là, une liaison ici au départ devient non liante. Donc vous voyez que ça se transforme comme ça. Et la géométrie réelle, comme je viens de dire, on ne prend en compte que la forme des liaisons liantes dans l'espace. Et quand vous regardez la forme des liaisons liantes dans l'espace, c'est en forme ODD ou en forme de V. Donc la géométrie réelle, elle est différente de la géométrie de base. C'était juste une petite précision. C'est vrai qu'on parle de la géométrie, de la figure de revolution, mais attention, elle est différente de la géométrie réelle. Pourquoi? Parce que la géométrie réelle, on ne tient compte que des liaisons liantes. La forme de liaison liante dans l'espace. La forme ici, c'est en forme de V ou D. Si je prends par exemple le cas, pour faire vite, parce qu'on n'a pas assez de temps, M. Sharman va être occupé après, mais c'est vite fait. Si nous prenons par exemple dans le cas où M plus N égale à 4, alors la première formule de Vesper qu'on va avoir, c'est 1AX4, E0. On a aussi une possibilité d'avoir AX3, E1. On a aussi une possibilité d'avoir AX2, E2. Alors attention, la valeur de M est toujours supérieure ou égale à 2, donc il n'y a pas possibilité de donner AX1. D'accord?
Alors, l'astuce ici, quand c'est un tétraèdre, vous savez, M. Charman nous a montré dans ce tableau-là, la forme, en fait, c'est un tétraèdre. Vous savez, un tétraèdre, c'est comme ça. Donc, pour la première formule, vous voyez bien qu'il y a encore ces 4 liaisons. Donc la première formule, il y a encore ces 4 liaisons. Donc vous avez l'astuce qui est donnée là. Mais dans le deuxième cas, dans la deuxième formule, vous voyez qu'il y a juste 3 liaisons liantes. Puisqu'on vous a dit que la géométrie réelle, on se base que sur des liaisons liantes. Donc il y a une liaison qui s'est transformée en liaison non liante. Vous voyez, et la forme des liaisons liantes dans l'espace vous donne la géométrie réelle. Alors, au début, un tétraèdre, vous savez, c'est une pyramide avec un sommet. Et donc ici, la géométrie réelle, ça sera juste une pyramide, puisqu'il n'y a plus de sommet. Et le sommet s'est transformé en doublé non liant. Et vous savez, dans la géométrie réelle, on ne prend pas en compte ce doublé non liant. Alors, la dernière formule, vous avez aussi que 2 liaisons liantes. Donc ici, j'enlève une liaison liante. Ça vous donnera juste la forme de doublé dans l'espace. Vous voyez qu'on ne regarde que la forme des liaisons liantes dans l'espace, donc ce qui donne une géométrie réelle en V ou D. Donc c'était juste des précisions que la figure de répulsion, elle est différente de la géométrie réelle. Puisque la géométrie réelle, on ne tient compte que des liaisons liantes dans l'espace et la forme de celle-ci nous donnera une géométrie réelle. Alors pour finir, il y a juste le type d'hybridation quand on ça fait. Alors, le type d'hybridation, si vous permettez, c'est juste un S, et puis 3 et 2D. C'est-à-dire qu'on peut juste hybrider, bon, c'est vrai que c'est une théorie, une grande théorie qui est derrière, mais juste pour résumer ça vite fait, c'est-à-dire que dans la nature, on peut hybrider l'orbital de S une fois, et l'orbital de P 3 fois, l'orbital de D 2 fois. Alors, il y a un lien entre le modèle de Vesper d'une part, et la théorie d'hybridation d'autre part. Alors, quel est le lien? Lorsque vous faites la somme de M plus N, le maxi c'est 6, n'est-ce pas? Vous avez M plus N égale à 2, M plus N égale à 3, jusqu'à M plus N égale à 6. Alors, lorsque vous trouvez la valeur de M plus N, par exemple, dans notre cas ici, qu'on a trouvé égal à 4, par exemple ici, égal à 4, ça veut juste dire que l'hybridation égale à S en P3, d'accord, et la somme des puissances de nos lettres doit être égale à la somme de N plus N. Alors c'est tout simple. Donc ici, l'hybridation, c'est un S en P3. Voilà ce que je voulais juste apporter comme précision. Merci beaucoup.